Merci de votre invitation, Nicole et Bernard Prieur. Merci aussi du sujet que vous avez osé aborder dans l'amour fait mal. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on vit aujourd'hui dans une époque où on cherche le tout positif. Et notamment, vous avez dû remarquer que ces dernières années, on fleurit des livres qui sont tous du genre « Éloge de l'amour »,« Si l'amour pouvait durer toujours », écrits par nos philosophes médiatiques. Comme s'il fallait remettre ce vieux disque, n'est-ce pas, en route, et comme dans une époque un peu comme ça, d'incertitude, d'inquiétude, disons, un peu dépressive, il fallait faire jouer à nouveau, n'est-ce pas, ce bon vieux rouage de l'amour, dont on sait à quel point, eh bien, il fascine, parce qu'il, comme ça, il évolue entre le sensuel et l'absolu, un arrière-plan religieux, mais en même temps parle du quotidien. Bref, il y aurait de quoi ici se satisfaire. Donc je trouve que c'est bien que vous ayez ouvert une brèche, une faille, celle du mal dans l'affaire de l'amour, c'est-à-dire que vous avez fait reparaître le négatif, n'est-ce pas, dans ce tout positif qui devenait ennuyeux. Alors, néanmoins, je ne suis pas sûr que ce soit sur le thème de l'amour que je vais m'engager, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une notion tellement équivoque qu'on ne sait pas qu'en faire. Est-ce même une notion? Équivoque, alors je vais vous écrire un peu pourquoi. Il me semble qu'on ne peut pas faire grand-chose, tellement on ne sait pas ce qu'on va mettre sous ce mot-là. Ein falsches Wort, comme disait Wittgenstein, un mot faux, c'est-à-dire un mot dont on ne sait pas ce qu'il dit quand on le dit. Donc je commencerai par évoquer cette question-là, l'équivoque de l'amour, avec le sentiment que c'est parce que cette notion est équivoque qu'on l'a toujours à la bouche. L'équivoque, vous savez, vox, la voix, c'est ce qui se maintient donc comme ça, à mi-distance, entre deux, dit aussi bien l'un que l'autre, et donc c'est ce qui fait qu'on ne cesse d'en parler. L'équivoque entretient la parole. Et c'est donc cela que je commencerai par dénoncer. Donc je commencerai par évoquer l'équivoque de l'amour et donc le mythe qui en a résulté, grande mythologie européenne, l'amour avec un grand A, n'est-ce pas, la grande majuscule qui débute notre alphabet. Et j'essaierai à partir de là d'ouvrir une dissidence, celle de l'intime, dont je pense qu'on peut faire un concept, c'est-à-dire quelque chose qui soit une notion qui fonctionne à titre d'outil, dont on puisse faire quelque chose pour analyser, pour penser. C'est ce que je voudrais faire de l'intime. Et puis, pour ne pas baigner dans le positif, j'essaierai de penser à partir de l'intime ce que j'appellerais, prenant un concept dont l'origine n'est pas de moi, mais que je reconfigure, l'extime. Et donc penser ce rapport dialectique entre l'intime et l'extime pour repenser ce qu'il en est de violence dans l'intime. Il ne s'agit pas pour moi d'évacuer la violence, mais au contraire, de penser comment mettre sous tension l'intime et son dehors, n'est-ce pas, tel que l'extime pour moi le figure. Voilà un peu ma feuille de route, et je commence donc par des banalités sur l'amour, mais sur l'amour on ne peut dire que des banalités, donc je vais aller vite. Oui, que mettons sous le terme d'amour? Je ne sais pas, parce que si je me tourne vers la tradition intellectuelle et littéraire qui est la nôtre en Europe, je vois qu'on y met n'importe quoi. C'est un fourre-tout, l'amour. Si je me réfère à la tradition grecque, puisqu'on a l'habitude de dire « remontons au grec », eh bien, le premier grand texte significatif de l'amour, on le lit dans Sappho. Or, on le lit, oui, enfin, c'est des bribes de textes, n'est-ce pas, de Sappho, et on a des fragments de poèmes sur cette belle île de Lesbos, et se trouve évoqué là, c'est pas tant l'amour physique que l'amour commotion, l'amour ébranlement des sens, l'amour dont on se pâme, n'est-ce pas? Je vous lis Sappho. Un spasme étreint mon cœur dans ma poitrine, car même si je te regarde, même un instant, je ne peux plus parler, mais ma langue est brisée. Enfin, ça a été repris tant de fois dans la littérature européenne, notamment chez Racine, dans Britannicus. Bon, ce thème donc de la commotion amoureuse. Puis vous avez à
à une distance infinie de cela, ce qu'on appelle l'amour dans la tradition chrétienne. Je vous cite Paul. « L'amour est magnanime, serviable, et il n'envie pas, il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, etc., etc. » Quel rapport entre les deux ? Quel écartèlement faut-il pour penser pouvoir mettre sous ce même chapeau l'amour des choses qui n'ont, je crois, vraiment rien à voir entre elles. Et plus précisément, si on regarde ce qu'on a mis sous amour dans la tradition européenne, on sait bien qu'il y a deux notions qui se trouvent comme ça coagulées, mais non pas articulées, sous le thème d'amour, celle de l'éros grec, qui nous renvoie au premier grand texte de réflexion sur l'amour, qui est le banquet de Platon, ou magnifique texte où Platon fait se succéder des discours sur l'amour. Les premiers sont totalement la banalité parfaite, et puis progressivement la réflexion s'engage, et intervient Socrate. Or, qu'est-ce que Socrate nous dit ? Tous les discours précédents étaient des bavardages. Prenons la chose à la lettre, prenons-la donc dans la langue. L'amour, c'est quoi ? C'est l'amour de quelque chose. En grec, éros plus génitif. Il y a une construction de la phrase. Quand je dis amour de quelque chose. Et quel est ce quelque chose dont c'est l'amour ? C'est ce qui manque. Donc là, quelque chose qui se scelle pour nous de façon essentielle, c'est que l'amour vient du manque. J'ai le désir de ce que je n'ai pas. Et c'est ce manque qui provoque l'amour, la tension amoureuse, ce que Platon va décrire ensuite dans la bouche de Socrate, ou dans la bouche de Diotime parlant à Socrate, mais tout ça est donc dans de la main de Platon, idée d'un manque qu'on va comme ça déplacer, qui d'abord se porte sur un beau corps, puis par abstraction des beaux corps, puis des beaux corps aux belles âmes, et ensuite à la beauté en tant que telle. Bon. Le geste platonicien par excellence, qui est donc d'abstraction, n'est-ce pas, passant d'un singulier, donc d'une fixation, d'une focalisation, à quelque chose qui va s'élargir par abstraction, le beau corps, les beaux corps, puis alors cette chose inouïe, n'est-ce pas, des beaux corps aux belles âmes, et puis ensuite au beau en soi. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui a été constitué de la pensée européenne, puisque ça va de pair avec le travail de la philosophie en tant que telle, qui est l'abstraction, c'est-à-dire le passage du particulier au général. Donc c'est un usage très singulier, qui est celui de... alors, on dit amour platonique. Amour platonique ne signifie pas du tout l'amour comme dans Platon, puisque là, il s'agit en fait d'un amour de l'abstraction, que l'amour philosophe. En tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est que ce soit comme ça inscrit au départ de l'anthropologie européenne qu'au départ, elle le manque. Et donc, ce qui suit, c'est quoi ? C'est l'aspiration pour combler le manque, n'est-ce pas ? Pour remplir le trou. C'est ce qu'on appelle l'éros de l'érotisme. Vis-à-vis de quoi ? Ce qu'on met aussi sur le thème d'amour, mais qui nous vient de la tradition chrétienne, et donc que le christianisme a cessé de croiser ensuite, mais sans jamais pouvoir l'articuler, c'est ce qui était mis dans la tradition chrétienne sous le terme d'agapé. Alors il y a un grand livre de Nygren en 3 volumes, réédité au CERF récemment, sur Éros et agapé. Donc c'est une chose qui a été comme ça bien balisée par les historiens de la pensée, mais l'agapé, c'est évidemment tout autre chose. Puisque l'agapé, au départ, c'est quoi ? C'est l'amour de Dieu pour les hommes. C'est-à-dire, c'est ce fait inouï d'un Dieu qui va envoyer son Fils se sacrifier pour le salut de l'humanité. Donc, non pas un amour qui vient du manque, mais qui vient du don. Non pas d'aspiration, mais de générosité, d'épanchement sans visée, sans finalité, cette sorte de don sans compter, n'est-ce pas, don sacrifice, qui est celui d'abord de Dieu à l'égard des hommes, qui est donc pensé dans l'agapé. On sait bien que ce que le christianisme a apporté, en fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle conception de Dieu, c'était plutôt une nouvelle conception du rapport à Dieu. Et le grand tournant du christianisme par rapport au judaïsme, c'est que
Dieu n'est plus censé être celui qui rétribue en fonction des mérites, mais celui qui va chercher les pécheurs. Donc ce n'est plus, c'est ça qui fait scandale, vous savez, dans l'enseignement du Christ, c'est que ce n'est plus Dieu justicier, rétributeur, donc qui rétribue selon les mérites des uns et des autres, mais celui qui va chercher celui qui n'a pas de mérite, n'est-ce pas ? Et qui va justement le prendre en charge et, disons, le prendre dans sa communauté. Donc, le Christ a passé cette idée si neuve, n'est-ce pas, qu'il n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Ce qui est important, c'est que ça signifie que la qualité de l'autre ne compte pas. Ce n'est pas au nom de sa qualité, au nom de sa vertu, au nom de son mérite qu'il est recherché, mais, je dirais même au contraire, n'est-ce pas, c'est sa déficience même et qui le fait, n'est-ce pas, objet d'intérêt. Bon, tout ça, c'est des banalités, je le sais bien, mais on est dedans. Hein. La question, c'est comment on s'en sort. D'autant plus que banalité, mais banalité durable. Vous voyez bien que cette question, comment elle s'est nouée ensuite, elle s'est nouée parce que si on pense l'amour comme désir, c'est-à-dire à partir du manque, désir de, alors la question qui se pose, c'est on désire combler ce manque, mais quand on l'a comblé, on s'ennuie. C'est le grand problème, cette dialectique qui traverse toute la pensée européenne, mais que vous retrouvez de Platon dans Pascal, de Pascal dans Goethe, n'est-ce pas, qui est que, eh bien, il y a désir par manque, aspiration à combler ce manque, mais quand ce manque est comblé, eh bien, il y a satisfaction, donc saturation, donc dégoût, désir, dégoût. Et la difficulté qu'il y a eu, notamment eh bien, à la jonction des deux, à penser le paradis. C'est une vraie question, pas seulement pour les théologiens d'ailleurs, mais pour nous tous. Qu'est-ce que c'est que l'état heureux ? Le moment où on serait... Bon. Eh bien, difficulté à penser le paradis, parce qu'on se dit, au paradis, s'il y a encore du manque, bon, on ne sera pas encore totalement heureux, mais si on n'a plus de manque, qu'on est comblé, on va s'ennuyer. Difficulté d'évoquer le paradis, que tout le monde, enfin tous ceux qui s'y sont frottés connaissent bien, et Schopenhauer en a beaucoup ri. Donc il y a quelque chose qui est qu'effectivement une sorte de blocage s'est fait dans l'idéologie européenne, dans ce basculement désir-dégoût, c'est-à-dire satisfaction, déception. Toute satisfaction est une déception. C'est ce que Pascal nous raconte, n'est-ce pas, vous le savez bien, dans La misère de l'homme, n'est-ce pas, c'est qu'on ne cesse de chercher à atteindre ce qui, une fois atteint, nous laisse, n'est-ce pas, déçus parce qu'on l'a atteint, simplement. Ce n'est pas que la chose ne vaille pas la peine, c'est qu'on l'a atteint. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui, ici, a fait problème, et c'est prolongé dans cette opposition qui paraît essentielle à l'amour, qui est la difficulté d'accorder l'intensité et la durée. C'est pas banalité de la pensée européenne, mais c'est ces banalités-là qui m'intéressent, parce que ça me paraît des évidences. Or, en tout cas, moi, c'est mon propos en tant que philosophe, c'est de déranger nos évidences. C'est pour ça que je suis passé en Chine, pour essayer de prendre du recul, de remettre en perspective. Remettre en perspective quoi ? Eh bien, ce que nos choix enfouis, c'est-à-dire nos partis pris ensevelis, tout ce qui forme cette évidence que nous ne pensons pas, que nous n'interrogeons pas, que nous prenons pour aller de soi, et qui, remise à distance, reparaît un choix particulier de la pensée, et donc impossible parmi d'autres à réinterroger. Et si je parle de la Chine, c'est qu'effectivement, si je prends un peu de recul par rapport à l'amour, avec ce grand A majuscule, n'est-ce pas, tellement lié à l'Occident, je me rends compte que c'est cet équivoque de l'amour, qui ne comptait pas ce qu'on met dessous, sous ce terme-là, a été ce qui justement a porté l'amour dans notre parole, je veux dire, du fait même de cet équivoque, n'est-ce pas, de cette voix qui est la nôtre, parce que comme on ne sait pas ce qu'on dit dedans, on ne cesse de maintenir en suspens ce terme
dont on ne sait pas effectivement ce qu'il signifie. Mais le fait qu'on ne sache pas effectivement ce qu'il signifie le tient en suspens dans la parole. Et donc, a conduit cette mythologie de l'amour, qui est notre grand, disons, fantasme culturel européen. J'en prends comme simple repère le fait que si je m'écarte d'Europe, si je vais là où j'ai mis un pied, le côté chinois, où j'ai mis un pied parce que justement on quitte non seulement l'Europe, mais la langue européenne, ou même la langue indo-européenne, donc c'est pas l'Inde, c'est la Chine, dans un ailleurs de notre langue et dans un ailleurs de notre histoire, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de grand thème de l'amour en Chine. Il n'y a pas cette grosse bulle, n'est-ce pas, idéologique, telle qu'elle a été conçue en Europe. Il y a l'idée de quoi? Il y a l'idée qu'il y a de l'affect, Qing. Et comme toute la pensée chinoise pense en termes de polarité, vous savez, le yin et le yang, le ciel et la terre, eh bien, il y a yin et yang, c'est l'adret et l'ubac de la montagne, les deux versants de la montagne. Il y a toujours deux versants, n'est-ce pas, un versant éclairé, un versant ombreux, mais les deux vont de pair, les deux sont inséparables. Eh bien, ce qu'on appelle l'amour, c'est donc une sorte interaffectivité, n'est-ce pas, entre deux pôles qui sont l'homme et la femme, qui sont le père et le fils, qui sont éventuellement le prince et le peuple, etc. Donc c'est de l'interaffectif, xianggan, n'est-ce pas, une sorte d'incitation réciproque. Donc c'est de l'ordre de l'affectif qui met en mouvement, n'est-ce pas, l'émotion, comme on dit en français, ce qui met en mouvement émotion, ce qui fait qu'il y a émotion réciproque et donc tension affective entre des sujets. Bon, des sujets, ont-ils vraiment le statut de sujet en Chine? Je ne sais pas, mais en tout cas, entre deux individus marqués par une différence, la différence sexuelle, et qui se trouvent donc, comme ça, mis en polarité l'un avec l'autre. Incitation par polarité, donc pas question du manque. C'est absolument pas par le manque que la Chine est entrée dans notre affaire que nous appelons, nous, l'amour. Ni non plus du don divin, n'est-ce pas? Vous voyez, donc c'est par un tout autre biais, et ce biais chinois d'interaffectivité fait que ça rentre dans la grande relationnalité des choses. Vous savez comment on dit choses en chinois? Est-ouest. Bon, une chose, c'est un est-ouest. C'est-à-dire que c'est déjà une polarité, c'est déjà une tension entreposée, entre termes opposés et complémentaires. L'amour rentre dans cette logique-là, ce que nous appelons, nous, amour, entre dans cette logique-là, ce qu'on appelle ai en chinois. Donc, ni manque, ni don, n'est-ce pas? Voyez donc à quel point notre affaire de l'amour, cet équivoque-là, est historiquement, culturellement, idéologiquement marquée. Elle n'est pas une banalité de la civilisation humaine, non. Au point que, en Chine, amour peut être compris négativement. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est une fixation, c'est une focalisation, c'est une crispation. Et donc, dans une vision de sagesse, de régulation, où on tient l'équilibre, logique d'harmonie, cette focalisation de l'amour est non seulement une privation, mais c'est quelque chose qui nous fait perdre, qui nous rend partial, qui nous fait perdre la globalité de la pensée, la globalité de la sagesse. Je vous cite une phrase du Zhuangzi. Ce par quoi le Tao, la voie de la viabilité, est endommagée, et ce par quoi l'amour advient. L'amour, je traduis ai comme ça, puisque c'est le sens, c'est le terme qui a porté en Chine le sens moderne d'amour tel qu'il est venu d'Europe. Donc, vous voyez, la voie s'abîme du fait de l'avènement de l'amour. La voie s'abîme parce que la voie, c'est justement cette viabilité globale des choses, n'est-ce pas, tout ce jeu des polarités diverses, et l'amour introduit une sorte de partialité, de privilège, de partialité, de focalisation qui vient donc enrayer la globalité du passage, des flux, enfin tout ce que la Chine nous fait entendre sous ces termes-là. Ce qui fait qu'on se rend compte que... Alors, il y a donc dans la pensée chinoise l'affectif, il y a donc de l'émotionnel engagé, mais il n'y a pas cette grosse construction idéologique que l'amour chez nous a constituée. Et il y a eu cet étonnement, il faut quand même s'en souvenir, cet étonnement des Chinois quand ils ont commencé à découvrir la littérature européenne de cette chose énorme qu'était l'amour, n'est-ce pas? Notamment dans le romantisme européen, quelque chose qui n'avait pas été comme ça détaché, isolé dans la pensée chinoise. J'indique cela seulement pour essayer d'abord de d'ébranler un peu cette statue, ce colosse au pied d'argile qu'est l'amour, n'est-ce pas?
colosse dans sa dimension dans notre horizon européen, mais fragile parce qu'en fond, dès qu'on le regarde de plus près, on se rend compte que ses bases en sont fort mal assurées. Or, c'est pourquoi j'ai choisi d'ouvrir une dissidence, une déviance par rapport à cette chose, à cette grosse bulle de l'amour, par la notion d'intime, dont je pense qu'on peut faire quelque chose d'utile, c'est-à-dire un concept, c'est-à-dire quelque chose qui serve effectivement à penser à titre d'outil, d'analyse de l'expérience. Alors, pourquoi l'intime ? Si vous savez ce que signifie intime, il suffit d'ouvrir le dictionnaire. Intime a deux sens. C'est ça qui me paraît intéressant au départ. Intime signifie ce qui est le plus au fond de nous, le plus retiré. Comme on dit, une belle formule qui n'a pas d'au-delà une conviction intime, c'est pas le plus au-dedans de moi. Et en même temps, intime dit ce qui pourrait paraître l'inverse, savoir la profondeur d'une relation. Intime nous met là, à ce point-là. Si vous regardez le dictionnaire, ce n'est pas réfléchi. On vous donne un premier sens, un second sens. Le premier sens, c'est donc, je cite le Robert, ce qui est contenu au plus profond d'un être, comme on dit sens intime. Et le second sens, ce qui lie étroitement par ce qu'il y a de plus profond. Le dictionnaire juxtapose les deux sens. Ma question de philosophe, c'est comment articuler ces deux sens. On entend bien ce que signifie intime. Intime, c'est le superlatif d'intérieur. Il y a dedans, il y a dedans intérieur, et puis il y a intimus, terme latin, le plus dedans que, ou le plus dedans. Le 1, c'est donc un superlatif, le superlatif d'intérieur, avec des symétries, puisqu'il n'y a pas de superlatif d'extérieur. Donc on a créé ce superlatif-là, qui n'a pas ce répondant pour le dehors. Alors, la question, c'est donc, elle est là, celle que nous pose le terme, je ne l'invente pas, c'est que l'intime nous conduit à penser que c'est la radicalisation du dedans, le plus intérieur, qui en même temps nous ouvre à l'autre. C'est ça qui est l'intime, à la profondeur d'une relation à l'autre. Il faut donc articuler, plus précisément dialectiser ces deux sens, le plus dedans, à la fois le plus dedans et le partage. Intime dit les deux. Alors, intime signifie quoi finalement ? Je crois que l'intime, c'est pas, ce qui me paraît important dedans, c'est que ce n'est pas l'intériorité, c'est le plus intérieur. Le plus intérieur de moi, ou le plus intérieur que moi, obscurité. Bon, peut-être pour qu'il y ait de l'intimité, je ne sais pas. Ah oui, alors je distingue, soyons clairs, je distingue l'intime de l'intimité. L'intimité, c'est une qualité, une propriété de l'intime, mais c'est déjà plus étal. Et l'intimiste, c'est la perte de l'intime. Donc, je parle de l'intime comme essence. Bon, la lumière revient, merci. Donc, c'est ça qui est à penser. Le plus dedans de moi comme étant en même temps la condition de la profondeur d'un partage. Ou l'idée, et que je vais nouer davantage en lisant Augustin, c'est que ce qui m'intéresse dans l'intime, c'est qu'il nous fait quitter la question de l'intériorité. Parce qu'il fait penser un plus dedans qui ne peut se déployer qu'à la rencontre du dehors. C'est ça l'intime. Le plus dedans de moi, le plus dedans que moi, qui ne peut se déployer. Je dis se déployer parce que je pense l'intime comme une ressource, qui ne peut se déployer qu'à la rencontre d'un dehors. Au fond, l'intime, c'est quoi ? C'est quand... Parce qu'au fond, je crois que le plus simple dans notre conception de nous-mêmes, c'est dedans-dehors. C'est pas... Ce qui me constitue, c'est un dedans. Et puis ce dedans se définit, s'oppose à un dehors. Mais je crois que l'intime, c'est le moment où la frontière dedans-dehors vacille, s'entame, est levée. C'est ça l'intime. C'est quand se lève la frontière dedans-dehors. Donc l'opposition dedans-dehors se trouve comme ça, oui, peut-être pas supprimée, mais en tout cas entamée.
Et j'ai évoqué cette notion à partir d'un roman. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir lire l'expérience avec ce concept, qui est un roman de Simenon, Le Train, et qui débute sur une scène que vous imaginez tous, qui est le 10 mai 1940, la débâcle. Petite ville du nord de la France, tout le monde se hâte de prendre le train, et on sépare d'un côté les femmes et les enfants, de l'autre les hommes, et puis après c'est le hasard des aiguillages, des bombardements, des arrêts, des départs, les haltes, bon, tout ça qui est le monde en déréliction tel que ce jour-là il débute, n'est-ce pas, voilà. Donc une sorte d'exode, d'exil, qui comme ça, on va, on ne sait pas où, n'est-ce pas, ordre et contre-ordre ne cessent de se suivre, plus de plans, plus de dates, plus de... Et quelqu'un qui sera l'axe principal du roman voit monter dans le wagon une femme, alors que c'est un wagon pour les hommes normalement, en tout cas où les familles sont dissociées, et dont il ne sait pas qui elle est, et puis commence entre eux à s'instaurer des gestes qu'on va dire intimes, c'est-à-dire à une halte, lui tend une bouteille vide pour qu'elle puisse, disons, recueillir un peu d'eau et dans cette chaleur du 10 mai 40. Et puis bon, comme toujours, un peu la vie s'installe. Et au premier soir, les gens commencent à se coucher dans le train, dans le wagon, dans le compartiment. C'est bondé, évidemment. Hein. Et ils se couchent l'un près de l'autre, et à un moment, ils se retournent sur elle et ils la pénètrent. Donc, pénétration. On peut s'interroger dessus. Parce que pénétration, évidemment, c'est la figure même de l'intime. Dedans, dehors. Que se passe-t-il là? Est-ce que c'est du désir, à proprement parler? Il a fallu, certes. Mais en même temps, on voit bien que c'est tout autre chose qui se joue dès ce moment-là, dès la première page. C'est qu'au fond, il y a ce dehors du monde en déréliction, de l'exode, de tout ce qui est complètement déréglé. Et donc, ce besoin de recréer un dedans partagé, de recréer, de se mettre comme ça tous les deux ensemble, de nouer une alliance, de se remettre comme ça, alors qu'il ne sait rien d'elle. Après, on devine, enfin, il laisse paraître c'est une prisonnière évadée. On a tout ouvert, donc aussi les prisons, partie sans rien, donc elle n'a pas un centime, elle n'a pas d'affaires, rien, elle est vraiment dénudée. Hein. Et quelque chose s'engage entre eux, qui est d'abord par des gestes, une pénétration, et puis qui sera, et à un moment, en cours de l'histoire, plus loin, quand la vie commence à se restabiliser un peu, il lui dit « je t'aime ». Il lui répond « chut ». J'aime bien ce chut. Puis, arrêtons, on ne va pas commencer l'histoire de l'amour, on n'en est pas là, n'est-ce pas? Non, on est dans cette connivence, dans cette alliance, on est dans cette façon de survivre à deux, n'est-ce pas? Et donc dans ce dedans partagé, et on ne va pas commencer à mettre le bruyant amour, n'est-ce pas, de la partie. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est important là, qui est qu'est-ce que c'est que l'intime? C'est détacher l'autre de l'autrui. De l'autrui anonyme, détacher l'autre. Alors là, on peut mettre une majuscule, n'est-ce pas? L'autre rencontré. C'est la rencontre qui fait l'intime. L'autre rencontré. L'événement de la rencontre est quelque chose qui se tisse, qui se noue, qui articule ces deux sens, le plus dedans de moi, et en même temps, la profondeur du partage. C'est-à-dire qu'au fond, mon moi se creuse de la rencontre de l'autre. C'est par la rencontre, je dis bien rencontre d'un dehors, que mon moi est amené à s'approfondir en lui-même. C'est en tout cas que je lis dans l'intime. Évidemment, vous entendez là la grande phrase d'Augustin, Dieu, Deus interior intimo meo, Dieu plus intérieur que mon intime. Ce qui a évidemment permis l'émergence de cette pensée en Europe, c'est Augustin, c'est le christianisme, et je vais y revenir un instant. Alors, vous voyez cette chose étonnante qu'un geste intime. Un petit déplacement dans l'espace qui fait basculer. Déplacement de la main, c'est pas cette chose comme ça, et qui est osé. Ce qui me paraît important, c'est qu'avant la parole, il y a souvent le geste, nouvelle pénombre, mais chose étonnante, donc, parce que le geste intime, il est violent. C'est une intrusion. On a chacun notre, comme disait anglais, privacy, une sorte, je dirais, privauté. On a chacun sa privauté, c'est-à-dire qu'on a chacun son corps et puis l'espace autour de son corps. N'est-ce pas, cette sorte de petit halo qui nous entoure et qui est notre propriété, avec lequel on se déplace, n'est-ce pas?
Et donc le geste intime, c'est justement franchir cette zone-là, donc franchir une frontière, et à la fois, ça peut être discret, et en même temps, c'est forcément violent, ou plutôt, ce qui me paraît important, c'est que c'est une violence consentie. C'est ça qui paraît précieux dans l'intime. C'est-à-dire, ou plutôt, une violence qui crée son consentement. C'est violent. Premier geste intime, serrement de main, c'est violent. Et en même temps, cette violence ouvre, frayer, n'est-ce pas, son consentement, son adhésion. Le geste précède la parole. En même temps, ce qui est important dans ce geste, si je prends le geste de l'affleurement, de la caresse, c'est qu'à la fois, elle peut être totalement sexuelle, enfin, en tout cas sensuelle et dans une logique sexuelle, en même temps que ça peut être la caresse du malade à l'hôpital. Donc, il peut aussi ne pas être du tout dans le registre de la sexualité, mais il est cette chose qui est donc... c'est vraiment un franchissement de frontières que le geste intime. Et la manifestation physique, objective, dans les corps, de ce que, au-dedans, la frontière, au-dedans, au plus dedans, la frontière est franchie. Alors, la pénétration, comme on dit, la fameuse pénétration sexuelle, elle est évidemment évocatrice de cela, puisqu'à la fois, elle met en rapport cette chose essentielle, qui est à la fois, quand la pénétration sexuelle ouvre sur l'intime, à la fois, elle est le plus physique, et en même temps, à l'évidence, elle a une dimension que je dirais métaphysique. Parce que c'est à la fois dans le sensible, dans la fixation du sensible, et en même temps, ouverture sur l'infini. J'appelle spirituel l'ouverture sur l'infini. Donc, dans le geste intime, il y a à la fois ça. Il y a le physique, et en même temps, intime, infini. L'infime, infini, c'est ça, le geste intime. Un effleurement infime, infini. Alors, si je résume un peu cela en disant, je dirais que l'intime, c'est l'éruption d'une immensité du dehors, mais au plus intérieur de ou que mon intérieur, et qui promeut celui-ci. Dans l'intime, l'intimité, ou plutôt dans l'intime, l'intériorité se creuse, mais en sortant d'elle-même. L'intériorité se creuse parce qu'elle sort d'elle-même, qu'elle rencontre en dehors, elle s'éprouve en plus dedans, parce qu'elle accède à un dehors. C'est ça qui me paraît, vous voyez, l'articulation essentielle qui lie ces deux sens, le plus dedans de moi, et en même temps la relation à l'autre. Alors, pour aller très vite, je dirais d'abord, si j'essaie de m'engager dans une analytique de l'intime, première chose que je remarque, c'est que ce n'est pas une notion grecque. Le terme est latin, mais il est latin parce que les Grecs n'ont pas, je crois, connu l'intime. Ou plutôt, je dirais que l'intime, c'est ce que les Grecs n'ont pas connu. L'intime nous sert à désigner le nom grec. N'est-ce pas ? Prenez la première grande scène de notre littérature. Hector et Andromaque sur les murs de Troie, fameuse scène, n'est-ce pas, où les deux époux se retrouvent alors que dans la plaine, on ne cesse de se s'entre-déchirer. Il y a le petit Astyanax, l'enfant de leur union porté par la servante. Bon, première scène, si vous voulez, de l'entre-deux du couple, n'est-ce pas ? Sur la muraille, ils se retrouvent comme ça, ils échappent à la guerre de 10 ans, la guerre de Troie, ils échappent et voilà, le couple est là, avec l'enfant, le fruit de leur amour. Bon. Si vous lisez la scène de près, vous verrez qu'il n'y a pas d'intime. Chacun est dans sa perspective. Celle du héros, Hector, celle de l'épouse, Andromaque. Et ça, chacun porte son destin, ça c'est bien grec, chacun porte sa lignée, sa maison. Elle essaie de plaider la cause, arrête la guerre, et lui plaide la cause, je serai un lâche. Chacun est dans son discours, il n'y a pas de nous. L'intime, c'est l'avènement du nous. C'est quand on sort du je et toi pour faire venir un nous. Alors, il y a une scène dans Euripide, donc le grand tragique grec, le dernier des tragiques grecs. Hein. La pièce s'appelle Alceste, et on assiste à cette... l'homme doit mourir, et son épouse accepte de mourir à sa place. Ah, c'est pas rien.
la mort veut un mort, hein, mais au fond lequel on peut échanger. Donc elle accepte de mourir à sa place, alors les parents n'ont pas accepté, pourtant ils sont âgés, ni le père, ni la mère, chacun veut garder sa vie. Et l'épouse, généreusement, dit, moi, voilà, je me sacrifie, avec pudeur d'ailleurs, très belle scène. Mais alors, quand ils sont tous les deux, la dernière scène, l'ultime scène, quand elle est en train, parce qu'elle meurt sur la scène, vous voyez, le beau pathétique grec. Les Grecs, c'est une culture du pathétique, du rhétorique et du pathétique, le discours, pas, le discours qui va ébranler le pathos le plus ancré. Eh bien, chacun reste dans sa perspective. Elle ne cesse de dire, voilà le sacrifice que j'ai vu, et pense à nos enfants. Et lui dit, je penserai à toi, je pourrais plus vivre, mais j'accepte que tu meurs. Hein. C'est quand même et que ma vie sera triste, etc. Faites attention aux traductions parce qu'en regardant de près, voilà comment c'est traduit en français. Traduction des belles lettres, la traduction la plus autorisée. Et nous vivrions tous les deux le reste de notre vie. S'il n'y avait pas eu ça. Vous voyez, il y a un nous. Vivrions le reste de notre vie. Il y a un nous du partage. Le grec ne dit pas ça. Le grec dit, mot à mot, « Et j'aurais vécu, et toi aussi, le reste du temps. » Vous voyez, ce qui se passait, c'est qu'on a intimisé le grec. C'est pas. Mais en grec, on dit « moi, toi », et non pas « notre vie ». Le reste du temps, chacun a son lot de temps, c'est pas, sa durée de vie. Et vous voyez comment le traducteur a été infléchi par 2 millénaires de christianisme et nous a rendu nos Grecs augustiniens. Donc, quand Platon dit « d'âme à âme », ça reste intellectuel, il n'y a pas d'intime en jeu. Plotin de même, pourtant c'est le premier penseur qui pense en Grèce le rapport du dedans et du dehors, l'intériorité, endon. Donc, l'intime n'est en latin. Pourquoi là-dessus ? Parce que c'est pour sortir de la banalité de l'amour et du tous les hommes par tous les temps, n'est-ce pas ? Le transhistorique, transculturel, ça serait la nature humaine, ça serait... Ces banalités m'ennuient. Alors que là, on a quelque chose qui se fait dans l'histoire. Il y a une historicité vive de ça, n'est-ce pas ? Les Grecs, non. Les Romains. Déjà, dans Cicéron, on dit « nous, les intimes ». Mais il y a un tournant, c'est Augustin. Augustin, c'est pas n'importe qui. Augustin, c'est le premier penseur d'Antiquité qui n'ait pas appris le grec. Donc il est bien en latin. C'est bien la langue latine qu'il travaille, cette ressource, donc de dire un superlatif de l'intérieur qui est intimus, intime. Alors c'est Augustin, c'est l'intime avec Dieu. C'est chez lui que la notion de mea intima, mes intimes, prend sa configuration. Et vous savez c'est le thème des confessions d'Augustin. Parce que les confessions d'Augustin commencent comment ? Tout autrement. Elles commencent par « Tu es grand, Seigneur ». Elles commencent par un « tu » qui me révèle mon moi. Et donc, avènement du sujet parce qu'il a ce partenaire qui lui est donné, ce partenaire qu'il a créé, qui est Dieu. Et Dieu découvre en moi mon intimité. C'est ça que nous dit Augustin dans les confessions. Naissance du sujet dans son rapport à l'autre. Comme on sait bien, on ne peut pas parler de Dieu, parce que Dieu se retire dans l'ineffable, mais on peut sans cesse parler à Dieu. Parler à Dieu, s'adresser à lui, n'est-ce pas ? Dieu, chez Augustin, ça n'a pas de statut ontologique, métaphysique, non. Dieu, c'est l'autre à qui je parle. Il y a de l'autre à qui je parle, je nomme ça Dieu. Donc il n'est pas embarrassé de théologie, encore moins d'ontologie. Dieu, c'est pas l'être du tout, n'est-ce pas ? Dieu, c'est à qui je parle. Celui à qui je parle, le grand autre, n'est-ce pas, à qui je m'adresse. Donc Dieu voyant tout de moi, et du même coup, ce qui donne sa condition de possibilité au sujet effectif. Je me découvre moi parce qu'il y a toi. n'est-ce pas ? Et je me découvre moi dans la profondeur de moi parce qu'il y a toi à qui je m'adresse. C'est comme ça que Augustin articule, n'est-ce pas, ce plus dedans de moi et ce rapport à l'autre, puisqu'au fond, c'est une même chose. C'est parce que c'est dans ma rencontre de toi que je me découvre dans le plus dedans de moi, dans le plus dedans que moi, que ma frontière s'ouvre. Alors, la grande affaire pour nous, c'est le déplacement de ces confessions d'Augustin aux confessions de Rousseau, n'est-ce pas ? Et là, il y a tout le travail de la culture européenne, non pas tant pour laïciser, mais pour transporter, déplacer cette
ce rapport du toi, qui serait le toi divin, au toi humain, n'est-ce pas? Et c'est ce que fait si bien Rousseau dans les Confessions. Mais avant, je voudrais quand même indiquer une chose, c'est qu'à mon sens, la littérature notamment amoureuse, dont nous disposons avant Rousseau ou avant Stendhal, ne connaît pas l'intime. Je prends ce grand texte, qui est mettant Stendhal pourtant, La princesse de Clèves. Eh bien, La princesse de Clèves, je crois que ce qui est le sujet du roman, c'est que les deux personnages qui s'aiment n'accèdent pas à l'intime. Et ce qui m'importe, c'est ce verbe, accéder. Ils n'accèdent pas à la ressource de l'intime. Autrement dit, ils ne diront jamais « nous ». Ils sont toujours « je, tu » ou « je, vous ». C'est vous l'histoire, n'est-ce pas, la princesse de Clèves, mariée donc au prince de Clèves, qui rencontre le duc de Nemours, qui veut la conquérir. Et progressivement, je passe les péripéties, le monsieur de Clèves meurt, donc Madame de Clèves est libre, et on arrange un rendez-vous entre à l'écart. Enfin, il n'y a plus la cour, le regard des autres, donc la rougeur, donc tout ce qui est cette censure collective. Ils sont face à face, seul à seul. Monsieur de Clèves est mort, ils sont libres de choisir leur vie. Alors que se passe-t-il? Chacun plaide sa cause. Le duc de Nemours plaide sa cause d'amant désirant la possession, et la princesse de Clèves défend sa cause qui est de se refuser à cette possession. Pourquoi? Parce qu'elle a bien lu ses pères de l'Église. Elle sait que le désir devient dégoût. Et tout ce qu'elle craint, c'est que si le duc de Nemours, effectivement, la possède, si, comme on dit dans la belle langue, elle tombe, n'est-ce pas, elle cède à son amour, et bien progressivement, il va s'en lasser, n'est-ce pas? La vieille histoire, n'est-ce pas, de la satisfaction devenant déception. Donc comme elle craint ça, et qu'elle aime trop le prince de Nemours, le duc de Nemours, pour supporter qu'il la délaisse, elle préfère se retirer dans un couvent en sécurité. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que là, en fait, on voit bien où s'est arrêtée la princesse de Clèves. Elle s'est arrêtée, même à Lafayette, s'est arrêtée au seuil de l'intime. Elle ne franchit pas cela. Chacun est dans son jeu, qui plaide, comme chez les Grecs, n'est-ce pas, argumente, raisonne. La belle langue classique sert à ça. La belle démonstration, n'est-ce pas, raisonnée sert à ça. Chacun plaide sa cause, mais aucun nous, n'est-ce pas, n'émerge de ce dialogue. Donc, chacun se retire, c'est logique. Il n'y a pas d'intime qui se noue. C'est ce qui change, je crois, fondamentalement avec Rousseau. En tout cas, ce dont Rousseau est la trace, n'est-ce pas, cette mutation-là. La rupture qu'introduit Rousseau, ce n'est pas qu'il se peigne d'après nature, comme il le dit. Montaigne l'a déjà fait. Ce n'est pas non plus qu'il avoue l'inavouable. Vous savez, quand la fameuse fessée et le reste, n'est-ce pas? Parce que Augustin déjà l'a fait. Non, c'est qu'il déplace le dispositif d'Augustin, le rapport à l'autre qui est Dieu, dans l'humain. Et donc cet autre, c'est le n'importe qui que je rencontre, n'est-ce pas, et avec qui je noue une relation intime, qui me découvre dans mon plus dedans que moi-même. Alors, c'est ce qu'ont les très belles réflexions de Rousseau à propos de sa rencontre même de Varins, au livre 3 des Confessions. Et on va déjà précéder. Qu'est-ce qui fait l'intime? Qu'est-ce qui fait que l'intime échappe à la dialectique du désir qui devient dégoût, de la captation qui devient déception? Fait que l'intime, c'est être auprès. C'est l'auprès. C'est que la frontière est levée, et donc la préposition concept dans ces pages de Rousseau, c'est près de, auprès. Auprès de ma tante, j'étais content. Auprès d'un de Varins, je suis content, satisfait, c'est-à-dire rien ne me manque, mais rien ne s'use non plus. C'est là-dessus que je voudrais revenir. Là, il y a une page qui nous dit cela dans Rousseau quand il débute l'évocation de sa relation avec Madame de Varins. Parce qu'il nomme la chose, celle qui n'a pas de nom. Et mon propos, c'est de nommer intime ce que Rousseau dit ne pas avoir de nom, puisque c'est ni l'amitié ni l'amour. Je vous lis le passage. J'oserais le dire. J'aime bien cette avancée. Il sait qu'il va sur un terrain risqué. Il sort des banalités de l'amour. Donc, j'oserais le dire, qui ne sent que l'amour
ne sent pas ce qu'il y a de plus doux dans la vie. L'importance de ce doux. Ce n'est pas un doux psychologique, c'est un doux, je dirais, métaphysique. Douceur.